Bonsoir à tous, il est 18h, c'est l'heure de l'hebdo politique sur Radio Sensation. Émission spéciale cette semaine puisque nous sommes au Parlement européen de Strasbourg et pour nous accompagner ce dimanche, Patrick Le Yarrick, eurodéputé Front de Gauche. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Patrick Le Yarrick, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 4 février 1957 à Orléans, vous avez donc 57 ans. Votre carrière politique, vous l'avez commencé à Lorient en qualité de conseiller municipal dans les années 80. Conseiller municipal communiste, vous l'avez été également pendant 13 ans jusqu'en 2001 à La Courneuve. Candidat malheureux aux européennes en 2004, vous êtes élu 5 ans plus tard en 2009. Vous étiez alors le candidat tête de liste du Front de Gauche en Ile-de-France, bis repetita en 2014. C'est donc votre deuxième mandat d'eurodéputé. Cette année, vous êtes également devenu conseiller municipal à Aubervilliers. Homme politique mais également journaliste, vous êtes directeur général de l'hebdomadaire La Terre depuis 1989 et directeur de l'Humanité depuis 2000. Est-ce gênant parfois de combiner le costume d'homme de presse et d'homme politique ? Non, il n'y a pas de différence. Les journalistes font de la politique et quand moi j'ai un engagement politique, un engagement citoyen, un engagement au service de l'émancipation humaine, comme élu et comme responsable de journal, c'est exactement la même chose. Avec vous, nous parlerons du groupe d'eurodéputés auquel vous appartenez, dont vous êtes le vice-président, la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Nous aborderons également le chômage des plus jeunes. L'hebdo politique, le Money Time. Patrick Le Yarrick, on commence avec le Money Time, une série de questions-réponses rapides. Le but, apprendre à mieux vous connaître. 73% des sympathisants de gauche ne veulent pas que François Hollande se représente à l'élection présidentielle de 2017. C'est ce que révèle un sondage OpinionWay. Le chef de l'État mérite-t-il un tel désaveu, selon vous ? Oui, dans la mesure où il s'est engagé sur un certain nombre de choses et qu'il fait exactement le contraire. Et donc, ces résultats étaient inévitables. Un quart des Français lisent chaque jour un quotidien et un magazine. Ça représente près de 13 millions de personnes. Personnellement, vous êtes plutôt papier ou numérique pour vous informer ? Moi, je suis personnellement beaucoup papier, mais je lis aussi beaucoup moins, mais beaucoup quand même de plus en plus sur le numérique. Et donc, je crois qu'on ira vers une mixité, papier et écran. Et l'Islande a annulé une partie des emprunts immobiliers de ses ménages. Le montant de la dette pour certains Islandais s'élève à 26 000 €. C'est une décision courageuse ou insensée ? C'est une décision courageuse. Je crois que à la fois des États, des petites et moyennes entreprises et des collectivités publiques ne pourront pas payer leurs dettes, ni les particuliers. Donc il faut discuter, il faut soit des moratoires, soit des échelonnements, soit des annulations pures et simples. Près de 3 parents sur 4 sont favorables à une diminution du poids des notes dans l'appréciation scolaire. L'école doit-elle revoir ses méthodes ? Il y a un grand enjeu autour de ça parce qu'il faut préparer l'école pour le demi-siècle qui est en train d'arriver avec les mutations technologiques, les mutations informationnelles et numériques, les enjeux autour des nouvelles technologies, les nécessités de la transition écologique. Donc il faut préparer l'école de demain. Ce n'est pas seulement qu'une question de notes, je ne crois pas. Quel est votre film préféré ? Celui qui vous a le plus marqué dans votre vie ? Oh, il y en a beaucoup. Le Seigneur des Anneaux m'a beaucoup marqué, mais il y en a évidemment d'autres. Un rapport de l'INSEE révèle qu'aujourd'hui encore 3 femmes sur 4 gagnent moins que leur conjoint. Est-ce qu'il est difficile de faire changer les mentalités en France ? Pour le coup, ce n'est pas forcément qu'une question de mentalité, c'est une question de décision politique pour la justice sociale et l'égalité entre les hommes et les femmes, et c'est urgent. Il y a un an, l'hebdomadaire Closer publiait un dossier de 7 pages intitulé L'amour secret du président avec des photos de François Hollande et l'actrice Julie Gaillet. La vie sentimentale d'un président doit-elle être étalée et connue au grand public ? Non, selon pas vous ? du tout. 62%, c'est clair au moins. 62% des Français sont favorables à la mise en place d'une 6e République, donnant davantage de pouvoir au Parlement et moins au président. C'est une idée notamment portée par le fondateur du Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon. 6e République, pour ou contre ? Aujourd'hui, la question du partage des pouvoirs dans les entreprises et dans la cité, dans la société et sûrement à l'échelle mondiale, elle est posée. Donc il faut passer à une nouvelle République, oui. Enfin, on va voir si vous auriez pu être une Miss France avec ces quelques questions soumises aux candidates
Que signifient les initiales BCE? Bon, ça c'est simple pour vous. Banque centrale européenne. Et contre quelle équipe la France a-t-elle été éliminée lors de la dernière Coupe du Monde de football? Contre quelle équipe la France a-t-elle perdu? L'Allemagne. L'Allemagne. Vous auriez été une parfaite Miss France. Je vous remercie. L'hebdo politique sur Sensation. Pour ce premier thème de l'hebdo politique, nous allons parler d'un groupe au Parlement européen, probablement l'un des moins connus, la gauche unitaire européenne, la gauche verte nordique, dont vous êtes le vice-président. Concrètement, il s'agit du groupe classé le plus à gauche au Parlement européen. Je le disais, l'un des groupes les moins connus, et pourtant vous avez réalisé de bons scores aux élections européennes de mai 2014. Vous êtes passé de 35 à 52 eurodéputés. Comment votre groupe politique a-t-il perçu ces résultats ? Était-ce une vraie satisfaction ou alors vous êtes dit on aurait pu mieux faire encore? C'est une satisfaction. On aurait pu mieux faire, notamment dans les pays nord-européens, France et Allemagne, où nous avons plutôt stagné. En France, par exemple, notre stagnation nous a fait perdre un parlementaire dans la circonscription Nord-Pas-de-Calais, la grande circonscription Nord-Normandie. Mais c'est évidemment une satisfaction, la manifestation de la part des électrices et des électeurs à vouloir des options progressistes dans la construction européenne. Vous êtes en termes d'effectifs le 5e groupe au Parlement. Vos eurodéputés sont arrivés en tête en Grèce, premier ex-aequo en Irlande, 3e en Espagne et au Portugal. Tous ces pays cités ont été parmi les plus touchés par la crise économique. Cela fait-il de vous un groupe de crise ? La description que vous faites, elle est juste, mais franchement, nous ne souhaitons pas le malheur des gens pour pouvoir progresser. Et nous ne considérons pas qu'en toute chose, nous progressons dès lors que les gens sont dans la pauvreté et la misère. Non, nous sommes plutôt un groupe de sortie de crise. Nous sommes un groupe d'options sociales et écologiques de la construction européenne. Ce qui n'est pas, nous sommes plutôt un groupe de projet qu'un groupe de rejet. Dans les pays de l'Est, vous ne rassemblez que très peu d'eurodéputés, seulement 3 en République tchèque. Comment expliquez-vous cela ? Je Il y a crois un rejet de votre groupe, vous croyez ? Rejet du groupe, non. Il y a des systèmes électoraux. D'autre part, vraisemblablement, à la différence peut-être de la partie est de l'Allemagne, il y a des pays aujourd'hui, je pense à la Pologne, un peu la Roumanie, où ceux qui se retrouvaient dans les partis communistes de ces pays sont aujourd'hui soit dans des partis de droite, soit dans des partis socialistes. Les partis socialistes progressent plus, et donc ces députés sont au groupe socialiste ici et pas dans le nôtre. Et donc c'est vraisemblablement, l'histoire fait que nous avons une réelle difficulté. Il ne faut pas le négliger. Est-ce que finalement votre plus gros échec, c'est en France, sous la bannière Front de Gauche, vous n'avez raflé que 4 eurodéputés, cela fait de vous le 6e parti de France lors des européennes. Est-ce que c'est finalement la France le plus gros échec de ces élections ? Moi, je sais que ce mot est employé, y compris parmi nous. Je ne dis pas que c'est un succès, ce n'est pas vrai. Mais nous avons en voix absolue eu plus de voix que précédemment. Nous avons stagné en pourcentage et peut-être n'avons-nous pas pu convenablement nous faire entendre sur la scène publique. C'est-à-dire les propositions que nous faisions, parce qu'on s'est sans doute trouvé encerclé, enserré dans un débat qui ne menait à rien, entre la continuation de l'Europe qui flotte au gré des vents de la mondialisation ici, et une sorte de souverainisme avec des débats, y compris dans nos sphères, autour de la sortie de l'euro ou pas. Or, nous prétendons que le combat de classe fondamentale aujourd'hui, il n'est pas là. Le combat de classe n'est pas entre un souverainisme absolu et le mondialisme échevelé. Le combat, il est dans une voie qui consiste à, selon nos traditions internationalistes, à construire une Europe pour les travailleurs et pour les jeunes. Et ça... Problème de tactique alors lors des élections ? Je ne sais pas. D'abord, on est parti en campagne bien trop tard. D'autre part, il y a eu un débat européen qui n'était pas de grand niveau, qui a laissé percer malheureusement
l'extrême droite de la manière dont elle a perçue. Justement, pourquoi les Français écoutent aujourd'hui plus l'extrême droite sur l'Europe avec 23 eurodéputés que le Front de gauche avec 4 eurodéputés? Tout à fait. Nous sommes dans une période de crise globale et dans cette crise globale, il y a la crise des repères, la crise des idées et bien souvent, il y a de nos amis, des gens dans nos familles même, dans le monde du travail, dans le monde des retraités, même parmi la jeunesse, qui croient que le débat, il est à partir d'identités différentes ou que celui qui a un travail, il est l'ennemi de celui qui n'en a pas, qui est dénommé comme assisté. Alors que le débat n'est pas là. Le débat, c'est qu'on le veuille ou non, la société française, elle est divisée en classes sociales. Il y a la classe capitaliste, il y a la classe de celles et ceux qui n'ont que leur travail ou leur retraite pour vivre. Et il faut opposer ces deux classes? Non, il ne faut pas les opposer? Elles sont opposées. Il n'y a pas besoin de les opposer. Elles sont opposées. Les intérêts de ceux qui travaillent et de ceux qui exploitent ceux qui travaillent ne sont pas les mêmes. Or, on est en train, en France, aussi dans d'autres pays européens, je le remarque, on déplace le débat, on brouille l'ensemble de repères et le brouillage des repères est tel aujourd'hui qu'on veut même effacer jusqu'au mot de gauche de la scène publique et de la scène politique. Quelle est votre vision? Quelle vision portez-vous sur l'Europe? Est-ce que vous êtes contre l'Europe comme l'extrême droite ou alors est-ce que vous voulez une autre Europe? Je veux une rupture avec les choix politiques actuels. La question n'est pas d'être pour ou contre l'Europe. L'Europe est quelque chose qui existe. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Europe qu'on est en train de faire. C'est un concept politique qui s'appelle l'Union européenne, dont les structures sont des structures supranationales qui imposent leurs règles au reste. La Banque centrale européenne que vous avez citée tout à l'heure en est une. La Commission en est une autre, avec un manque criant de... Mais ça, vous l'acceptez, ça, cette autorité supranationale? Non, pas du tout. Il faut que la Banque centrale européenne soit propriété publique, c'est-à-dire que les orientations sont décidées par les pouvoirs politiques, par les assemblées et au final par les citoyens, si on le pouvait. Nous sommes la seule banque centrale qui est indépendante totalement des pouvoirs politiques. Aujourd'hui, la priorité numéro 1 de votre groupe parlementaire, c'est la lutte contre l'austérité? Oui, il faut sortir de l'austérité parce que l'austérité, on voit bien, maintenant on a 4 années d'expérience de plans d'austérité très durs dans les pays du Sud et aussi dans nos pays comme l'Italie, la France, le Royaume-Uni. On voit bien que ceci ne permet pas de résoudre la crise. Au contraire, ça aggrave la crise. Donc il faut inventer autre chose, c'est-à-dire il faudrait proposer dans le cadre actuel un pacte européen de progrès humain, social et écologique avec les financements indispensables. Au sein de votre propre groupe, est-ce que votre vision de l'Europe est-elle partagée de la même façon par tous les eurodéputés? Mon idée, c'est est-ce que les eurodéputés du Nord, peut-être allemands, ont la même vision que les eurodéputés grecs du groupe de la gauche unitaire? Pas tout à fait, ni même moi. Par exemple, les Allemands ne partagent, je ne crois pas, mon opinion sur la Banque centrale, ce que je dis sur la Banque centrale européenne ou certains pouvoirs. Dans les pays du Nord, ils n'ont pas la même opinion que nous, que moi en tout cas, que sur la transformation de la monnaie unique aujourd'hui pour la mettre au service de l'emploi et du développement humain. Non, il y a des nuances, bien sûr. Gabi Zimmer, une Allemande, est la présidente de votre groupe depuis 2012. C'est un symbole fort pour vous d'avoir mis une Allemande à la tête de ce groupe-là? Ça va au-delà des idées reçues? Oui et non, ce n'est pas un symbole. C'est qu'en réalité, la présidente, elle est dans la délégation la plus importante. Donc, elle va faire 2 ans et demi. C'est une bonne présidente alors? Et 2 ans et demi, ce sera un ami de Syriza. Donc ce sera partagé entre une Allemande et un Allemand pour les 5 ans. Quel regard portez-vous sur le plan annoncé par Jean-Claude Juncker de 300 milliards d'euros pour l'investissement et la croissance? Ce plan va dans le sens de ce que vous souhaitez ou alors vous pensez qu'il faut aller encore plus loin? Alors, première remarque, le fait qu'il annonce ce plan, c'est déjà le signe qu'il est contraint de prendre en compte ce qu'ont dit les électrices et les électeurs. C'est-à-dire, à l'opposé ou à la différence de Barroso, il est contraint de prendre en compte
une nécessité, celle d'arrêter ces politiques où on bloque tous les investissements. C'est une victoire du coup des partis de gauche européens? C'est le mouvement des peuples qui a fait entendre sa voix, il a eu raison et donc ça arrive ici. Maintenant, il ne faut pas que ce soit de la poudre aux yeux. C'est 300 milliards sur 3 ans. Et ces 300 milliards, pour l'instant, on en saura plus au fur et à mesure de la mise en œuvre de ce plan, mais c'est du redéploiement de crédits non utilisés. Et on fait confiance à ce qui dit la mobilisation de capitaux privés, très bien, mais le capital privé ne se mobilisera pas, n'investira pas si on n'impulse pas des grands projets dans les transports, dans l'énergie, dans une ville nouvelle, dans des bâtiments écologiques. Et donc, ça ne suffit pas à mon sens. C'est que moi, je préférais une mobilisation. Évidemment, il faut utiliser les crédits non consommés, ça, je ne discute pas de ça. Mais encore que les crédits du Fonds social devraient servir au Fonds social. Ensuite, l'ensemble de l'argent que met la Banque centrale, qu'elle injecte dans les banques privées devrait servir à l'économie réelle, aux petites et moyennes entreprises, aux particuliers qui ont besoin d'acheter un certain nombre de choses auxquelles ils n'ont pas accès aujourd'hui. Donc la question d'une autre utilisation de la Banque centrale qui ne devrait pas débloquer de l'argent uniquement pour les banques privées, mais créer les conditions pour que ça aille dans l'économie réelle, l'aide aux États et aux collectivités territoriales, je pense que c'est un levier de mobilisation bien plus fort que le plan Juncker. Dans votre discours, dans votre façon de vous exprimer, on entend souvent le mot écologie. Oui. C'est important, l'écologie, ça fait partie intrinsèquement de votre groupe parlementaire? Oui, d'abord, notre groupe, il est les deux. Il est un groupe de la gauche et de l'écologie politique. Mais au-delà des questions de groupe et de posture, c'est les deux questions auxquelles nous sommes confrontés là, pour les 10 ans qui viennent, c'est la révolution anthropologique et la révolution écologique. Si ne nous attelons pas à cela, c'est-à-dire l'homme, la femme, l'homme avec un grand H, comme on dit parfois, les individus, dans leur travail, dans leur capacité de création, de production, et l'homme dans son environnement, si on ne prend pas en compte ces choses-là pour redéfinir un nouveau projet productif, un nouveau projet de consommation et un autre projet de vie à l'échelle mondiale, nous irons vers de terribles déboires. Au niveau européen, est-ce que vous militez pour un rapprochement avec les Verts ? Avec le groupe Vert? Nous faisons souvent un certain nombre d'initiatives, de résolutions avec les Verts, comme d'ailleurs avec les autres parlementaires d'autres groupes de gauche, notamment les socialistes, quand des questions se présentent sur les enjeux du climat, sur faire progresser l'Europe des petits pas vers le social, évidemment, nous le faisons. En France, Jean-Luc Mélenchon, fondateur du Front de gauche, dit souvent que la vraie gauche, finalement, c'est le Front de gauche et non plus le Parti socialiste. Vous faites le même constat au sein du Parlement européen. La vraie gauche européenne, c'est vous ? Évidemment, nous avons des désaccords avec d'autres forces de gauche. D'autres forces de gauche, elles sont élues dans le cadre d'un compromis qu'on peut comprendre par ailleurs. Mais enfin, le fait est là, ils ont élu Juncker et ils votent un certain nombre de décisions ensemble dans le cadre de compromis, parce que nous ne sommes pas dans le même cas de figure que l'Assemblée nationale ici. Mais tenter de faire des choses avec d'autres groupes de l'écologie politique et de la gauche, dont les socialistes, il faut toujours essayer de le faire dès lors que c'est pour le bien commun. Patrick Le Yarrick, je vous propose de marquer une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de l'emploi des jeunes en Europe. L'hebdo politique sur Sensation. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Patrick Le Yarrick, eurodéputé Front de gauche d'Île-de-France. Patrick Le Yarrick, vous êtes au Parlement européen, membre de la Commission de l'emploi et des affaires sociales. Ça tombe bien puisque nous allons parler du chômage des jeunes en Europe. Et un chiffre permet de mieux comprendre la situation. Près de 22% des moins de 25 ans sont sans emploi dans l'Union européenne. Peut-on parler d'une génération perdue, celle des années 90, en tout cas du début des années 90 ? Ouais, malheureusement, on peut employer cette formule, c'est une génération sacrifiée. Elle est sacrifiée, c'est arrêté ou... Non,
les choses ne sont jamais définitives, mais c'est un grand malheur que les institutions publiques, les décideurs politiques, les législateurs, les exécutifs gouvernementaux et de l'Union européenne aient développé une politique qui sacrifie l'avenir, parce que sacrifier la jeunesse, c'est sacrifier l'avenir. Le taux de chômage des moins de 25 ans varie fortement selon les pays, plus de 50% en Espagne et en Grèce, 7,5% en Allemagne. Aujourd'hui, plus que jamais, on a une Europe à deux vitesses. Il y a une Europe à deux vitesses, encore que dans les chiffres, il faut regarder à deux fois. Par exemple, dans le chômage des statistiques allemandes, par exemple, ou même françaises, vous avez des gens qui sont considérés comme au travail et qui ne sont que dans le travail partiel ou qui sont sortis des statistiques. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ce qui se dit. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une fracture en tout point entre le nord et le sud maintenant, qui a plutôt tendance à s'élargir, faute de solidarité suffisante. Dans quel wagon placez-vous la France, qui se situe dans la moyenne européenne avec près de 23% de jeunes chômeurs? Est-ce que vous êtes optimiste pour les jeunes Français ou alors vous leur prêtez un avenir assez sombre? Je ne crois qu'à un optimisme nécessaire pour aller de l'avant, mais qu'à partir de la construction de cet optimisme, c'est-à-dire à la construction d'un rapport de force et d'un projet qui fasse en sorte qu'il n'y ait aucun jeune au chômage. La question, évidemment, il faut bien regarder les statistiques comme vous l'avez fait à juste titre, mais la question n'est pas tellement là. La question, c'est qu'il ne devrait plus y avoir personne au chômage. L'objectif, c'est zéro. Oui. Et donc, il faut inventer autre chose dans la perspective des mutations formidables qui sont devant nous, qui serait une sécurité de chacune et de chacun dans un travail, dans un emploi, dans une activité combinée avec les périodes de formation nécessaires, parce que de plus en plus, il faudra que nous nous formions, nous changerons d'activité, nous changerons de poste, parce que les technologies nous conduiront à ça, parce que les nécessités de la transition écologique, parce que les révolutions informationnelles, numériques, biotechnologiques et d'autres technologies encore nous conduiront à ça, avec l'idée de, à la fois cette sécurité, travailler sans doute différemment, moins, je crois, en tout cas moins de temps, et avoir d'autres activités autour, c'est-à-dire accéder à la fois à la formation, à la culture, à des loisirs, au sport. Le chômage en Allemagne, je le disais, ne concerne que 7,5% des jeunes. À charge de vérifier plus amplement les chiffres. Faut-il copier ou du moins s'inspirer du modèle allemand qui favorise notamment l'apprentissage ? L'apprentissage est une question que je ne mets pas de côté. Je crois qu'il faudrait trouver un système qui permette un lien entre des jeunes qui ont été éjectés pour des raisons très diverses d'ailleurs du système scolaire. Moi je crois par exemple, nous avions fait à La Courneuve cette expérimentation qui est en cours là toujours d'une école de la deuxième chance. Je crois que des jeunes qui ont été mis à l'écart pour différentes raisons du système éducatif et qui ne veulent pas retourner dans le système classique, je crois beaucoup à la fois aux écoles de la deuxième chance et à la possibilité de se former aussi dans les entreprises. En avril 2013, un dispositif a été lancé, celui de la garantie jeunesse. Il prévoit que tous les jeunes de moins de 25 ans puissent trouver un emploi 4 mois après leur sortie de l'école ou à la fin d'un contrat de travail. Quel regard portez-vous sur ce programme, ce nouveau programme ? Moi, en quelque sorte, j'ai dit on a mis le pied dans la porte. Ça, c'est positif. Moi, je suis plutôt pour une allocation d'autonomie pour les jeunes qui leur permettrait d'accéder à un logement, d'accéder au travail, d'accéder aux formations, c'est-à-dire d'être autonome dans la vie. Je suis plutôt pour ça. La garantie jeunesse, c'est un chiffre qui paraît élevé, mais qui est de 6 milliards, mais ce n'est pas beaucoup d'argent. Ouais. Je crois que chez nous, en Ile-de-France, il y aura la Seine-Saint-Denis qui sera département expérimental. Moi, 430 millions d'euros ont été débloqués pour la France, même si la France n'a pas reçu toute cette somme encore. Voilà. Donc, il faut y aller à fond, mais chacun voit bien que c'est insuffisant. Le Bureau international du travail, il dit qu'il faudrait mettre 21 milliards d'euros. François Hollande a dit que lui, il faudrait en mettre 20.
20 milliards. Oui, c'est à peu près le même chiffre. Donc il faut aller vers là. C'est un investissement sur l'avenir. Et cet investissement sur l'avenir, il ne peut pas être compté dans les déficits publics, dans les dettes que nous ressassent les comptables qui passent dans les médias tous les soirs. C'est autre chose. Il faut penser à l'humanité d'abord, à l'être humain, à l'avenir d'un jeune qu'on est en train de sacrifier aujourd'hui et à l'avenir du pays, parce qu'il y a coïncidence entre l'avenir général du pays, du genre humain, et puis de cette jeunesse d'aujourd'hui. Concrètement, aujourd'hui, l'Europe a saisi le problème, mais ne va pas assez loin, vous dites. Voilà, elle a été contrainte de prendre en compte une question, mais je crois qu'il faut fortifier ce dispositif. Ce n'est pas seulement 4 mois, il faut créer les conditions. Moi, je suis pour ce système, mais je veux bien en débattre, d'une sécurité sociale, professionnelle, d'une sécurité dans l'emploi qui se combinera toujours avec de la formation. On en parlait tout à l'heure, le plan annoncé par Jean-Claude Juncker. La lutte contre le chômage et plus particulièrement le chômage des jeunes sont placés comme des priorités. Vous y croyez réellement ou ça vous laisse un petit peu perplexe? Vous savez, il y a beaucoup de baratin ici, il y a beaucoup de discours qui se font. Moi, j'ai pour principe de dire chaque chose qui est dite ou qui apparaît comme un projet, je suis pour le prendre à bras le corps, mais je dis à chacune et à chacun, aux jeunes, aux salariés, aux chômeurs, nous n'obtiendrons rien si nous ne nous mobilisons pas massivement et tous ensemble pour que ça évolue, parce qu'il ne faut pas écouter tout le baratin qui se déverse ici. Dans une récente émission pour Europarl TV, vous avez émis notamment l'idée d'un système de formation européen. Une meilleure formation, c'est pour vous la clé de voûte pour lutter contre le chômage des jeunes? C'est une grande question, parce que quand on regarde la réalité européenne aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a d'énormes besoins de formation. Parce que ce qui est vrai aussi, il y a un argument parfois qui est dit que je ne récuse pas. On dit par exemple dans tel secteur économique, dans tel secteur industriel ou numérique, nous avons des postes de travail, mais nous n'avons pas les gens pour les occuper. En général, c'est parce que nous n'avons pas des jeunes qui ont la formation ou les qualifications nécessaires pour les occuper. Et bien souvent aussi, il n'y a pas la rémunération qui correspond au travail qui est fait. Donc il faut combiner les choses. Vous répondez quoi à ceux qui disent, intellectuels, économistes, chefs d'entreprise, que la priorité finalement c'est de recréer de la marge pour les entreprises pour qu'ensuite elles embauchent? En gros, mieux former les gens c'est bien, mais s'il n'y a pas de travail ça ne sert à rien. C'était un discours qui était peut-être valable il y a 30-40 ans, vraisemblablement, mais aujourd'hui malheureusement les entreprises, quand elles ont de la marge, elles n'investissent pas dans la production et dans l'emploi. Elles versent cet argent-là pour payer les frais financiers quand elles ont fait des emprunts, ou bien la rémunération de dividendes d'actionnaires, parce que l'actionnariat des entreprises a beaucoup changé. Nous sommes dans une économie très financiarisée, et ça, c'est un point extrêmement important qu'il faudrait déconstruire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs économiques entiers qui devraient être... d'une part, dans l'entreprise, il faudrait que les salariés aient plus de pouvoir d'intervention sur les gestions. Et secondement, il y a des secteurs économiques aujourd'hui qui devraient être propriété sociale et publique, de telle sorte que les marges qui sont dégagées, précisément, servent à l'investissement, servent à l'emploi, servent à la qualification, servent aux rémunérations. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cette hebdo politique. Merci Patrick Le Yarrick d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes eurodéputé Front de Gauche pour l'Île-de-France et que vous appartenez au groupe de la gauche unitaire européenne Gauche Verte Nordique, ici au Parlement européen de Strasbourg. La semaine prochaine, nous serons de retour dans les Yvelines. Rendez-vous dimanche à 18h. Bonne fin de week-end à tous.